Oui, bonjour, bienvenue. On va commencer. Je vais faire une très longue introduction. Mon nom, c'est Jean-Louis Denis. Je suis professeur en politique et management de la santé à l'École de santé publique. Vous êtes dans un genre d'événement pré-lancement du HPOD, qui est une initiative qu'on développe ensemble, Catherine Régis ici, qui est professeure en droit, et moi, pour essayer un petit peu de créer un genre de forum pour discuter des questions de politique de santé. Je dirais le faire d'un point de vue à la fois transdisciplinaire et d'un point de vue aussi assez universitaire, c'est-à-dire des affaires démodées, là, partir sur quelques idées, dire c'est peut-être intéressant d'y penser, et il va y avoir toutes sortes d'événements au cours de l'année auxquels vous allez être conviés par les moyens modernes. Le lancement du HPOD va avoir lieu le 2 octobre et toutes sortes d'annonces circulent et vous en êtes où vous allez être informés. Mais étant donné qu'il y a des élections au Québec le 1er octobre, on pensait que c'était à propos d'organiser un événement sur les plateformes des partis politiques en santé et de ne pas inviter les partis. En fait, on les voit à peu près tous les jours au journal télévisé, et plutôt de se dire, on va inviter des commentateurs informés et intéressés. Et donc, on a 4 personnes qui vont nous parler de la lecture des plateformes politiques. Je vais les présenter succinctement. J'ai des espèces de longues biographies qui correspondent beaucoup à la réalité de leur réalisation. Je vais commencer par un joueur qui est bien connu au Québec dans le domaine des politiques de santé, le docteur Jean Rochon, qui incarne cette idée-là de transdisciplinarité avec une formation en droit, en médecine, en santé publique, et qui, comme vous le savez, de 1994 à 2003, a goûté aussi à ce que c'était la vie politique dans différents ministères, dont celui de la santé. Deuxième orateur, c'est Nancy Côté, qui est ici, qui est sociologue de la santé, professeure en sociologie à l'Université Laval, et que j'ai connu au moment d'un postdoc. J'ai été son stagiaire postdoc, et qui s'intéresse aux ressources humaines en santé, mais beaucoup dans une perspective de la sociologie du travail, et qui a été plusieurs années chercheur d'établissement et qui maintenant est ce qu'on appelle un chercheur universitaire. Troisième orateur, M. Michel Rochon, qui est je pense qu'il est très connu parce qu'on l'a connu à la télévision, entre autres, dans différentes émissions, dont Découverte, chroniqueur médical ou sur la santé au journal avec Céline Galipeau, et qui a gagné toutes sortes de prix de journalisme et qui va nous faire sa propre lecture des plateformes en santé. Et quatrième interlocuteur, Carl Hardy-Dubois, qui est mon patron. Carl Hardy-Dubois, il dirige le département de gestion et évaluation des politiques de santé et qui s'intéresse aussi aux ressources humaines, mais d'un point de vue très gestion, très intéressé par la spécificité des professionnels en santé, et qui va nous faire part aussi de sa lecture des plateformes politiques. Les règles du jeu sont assez simples. Chaque personne a entre 15 et 20 minutes. Ceux qui sont plus volontaristes, on va essayer de les amener à 16,5. Après, il y a droit d'une question ou deux max de clarification entre les présentations. C'est vraiment des questions juste pour dire, vous avez dit ça, vous vouliez dire quoi? Et après la série de présentations, donc ça vous demande un peu de persévérance et ténacité, on va tourner les 4 chaises qui sont là. Et non, c'est pas pressant, c'est pas pressant. Et ça va être la période de questions avec la salle. Et c'est Catherine qui anime. Donc, moi, à partir de ce moment-ci, je suis libéré, mais je reste, inquiétez-vous pas, et j'ai le droit de poser des questions. Donc, docteur Rochon, c'est à vous. Bien, bonjour. Grand plaisir de vous retrouver, de voir un bon nombre de visages familiers et d'autres qu'on va connaître.
Un grand merci à Catherine Régis et Jean-Louis Denis pour cette invitation. Et je vais en profiter pour vous féliciter aussi pour cette initiative conjointe que vous lancez. Je pense que ça peut être très prometteur pour l'avenir et pour ce qu'on peut retrouver dans les prochaines années où il y aura probablement pas mal de matière à commenter et de voies suggérées pour de la recherche. Alors, j'y vais sans plus de détails. Je vais faire ma présentation, ramasser en 15 minutes, un survol de ce que j'ai pu retenir de ce qu'on voit qui sort des plateformes électorales jusqu'à maintenant. Et par la suite, comme vous nous y invitiez aussi dans l'annonce du 5 à 7, peut-être quelques commentaires sur ce qu'on pourrait souhaiter trouver dans des plateformes. Et sait-on jamais, on n'est pas tout à fait au milieu de la campagne. On peut rêver. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se dire ici aujourd'hui qui peuvent être entendues par ceux qui ont le micro à tous les jours de ce temps-ci et qu'on pourra peut-être intégrer certaines de ces idées. Bon, alors, une vue à vol d'oiseau de ce qu'on trouve dans les plateformes. J'ai hésité à classer ça par partie ou par thème. J'ai décidé finalement de regrouper par partie parce que ça nous parlait plus, en tout cas, pour voir un peu comment on peut commenter là-dessus après. Bon, évidemment, on voit la rémunération des médecins. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Les campagnes sont ouvertes avec ça. Au besoin, s'il y a des questions ou des commentaires, on pourrait y revenir. Mais ça, c'est un enjeu qui sort. Et ça, c'est surtout la CAQ, le Parti québécois et le Québec solidaire qui l'a sorti. Le Parti libéral, je n'ai pas vu, j'ai cherché, mais je n'ai pas vu de commentaire de la part du Parti libéral là-dessus. C'est intéressant, il y a Santé mentale, sort dans au moins 2 plateformes que j'ai pu voir, le Parti québécois et Québec solidaire. La santé dentaire, au moins pour les personnes âgées et pour les jeunes. Et de façon générale, on trouve aussi, en dehors des plateformes dites santé, surtout dans le domaine de l'éducation, dans le domaine social, des mesures pour les enfants, pour la petite enfance. Et ça, je pense que dans une optique de santé publique, ça fait partie de quelque chose qu'il faut souligner et qui sont assez bonnes. Sur la première ligne, évidemment, il y a une série de propositions qui sont faites aussi. Le Parti libéral du Québec, c'est un peu le maintien de la ligne et de compléter ce qui a été commencé avec les JMF, les supercliniques, c'est ce qu'on nous dit. La CAQ parle beaucoup, met l'accent sur l'accès rapide, dans quelques jours, autant aux urgences, aux médecins, des cliniques, médecins, infirmières et le reste. Donc, c'est beaucoup centré autour de l'accès rapide, qui est un problème réel. Le Parti québécois va un peu plus loin, revient avec l'idée d'avoir des cliniques sans médecins, revient avec l'idée des coopératives de santé. Remarquez que toutes les plateformes, ce que j'ai pu avoir comme document, donnent peu de détails. C'est plus mentionné quelques informations. Et finalement, QS va un peu plus loin, lui, je trouve, parce qu'il revient, comme le Parti québécois, avec les CLSC, leur mandat, la place qu'il pourrait reprendre, mais il met le point sur, je reviendrai là-dessus, sur la coordination de la première ligne, qui est un enjeu majeur, je pense, pour l'avenir. Si on continue, les soins de longue durée prennent un bon bloc aussi, avec des mesures qui se recoupent un peu. Parti québécois et Parti libéral, ils vont d'une recommandation de rajouter de l'argent. Je pense que c'est 200 millions le Parti libéral et 250 000 le Parti québécois. Encore là, je n'ai pas vu tellement de détails de comment on va l'utiliser exactement, mais on peut avoir une idée de ce que ça représente. Il y a l'idée de la maison des aînés de la part de la CAQ qui est sortie. Ça aussi, il y a peu d'informations. C'est un peu comme un autre réseau qu'on va partir. Est-ce que ça va aller loin ou pas? Mais ça, c'est une idée nouvelle qui est là. C'est leur approche, c'est ce qu'ils proposent. Le Parti québécois parle, entre autres, beaucoup des proches aidants. C'est surtout là que je l'ai vu. Je l'ai moins vu dans les autres plateformes. Et Québec solidaire a une bonne série de mesures qui sont proposées autour de la notion un peu plus large du soutien à domicile. Pas juste les soins à domicile, mais les services et l'intégration des gens qui ont besoin d'aide et de ceux qui donnent de l'aide. Le thème de la santé des femmes, de façon intéressante, a été retenu par Québec solidaire
et avec des propositions plus détaillées, c'est intéressant. Des points mentionnés, mais sur lesquels on n'a pas totalement d'informations. Il y a la question du surdiagnostic, qui courait beaucoup des manchettes, surdiagnostic, surtraitement. Et c'est la CAQ qui nous revient avec ça. La décentralisation, c'est vu mentionné par le Parti québécois et par personne qui a l'air de vouloir trop en parler, même si on peut le lire entre les lignes dans différents commentaires. Et finalement, le seul où j'ai vu qu'il y a vraiment quelque chose sur ce qui se passe en amont des services, c'est le Québec solidaire qui, lui, revient sur les déterminants de la santé et fait même la proposition d'une loi cadre en santé et en mentionnant qu'il est une loi qui devrait y avoir des instances nationales pour gérer l'ensemble de ce qui pourrait se faire de façon plus large dans le domaine de la santé. Bon, quand on regarde ça, je pense que c'est des mesures assez parcellaires. Dans tout ce qu'on a vu, j'ai peut-être manqué de message, mais c'est différents morceaux, des bonnes choses, mais sans contexte. Et ça, il y a un premier commentaire, une première critique là, que je fais là-dessus. Sans contexte, on ne sait pas ce que ça peut vouloir dire, la plupart de ces recommandations-là. Ça peut même être surprenant, ce que ça donne par rapport à ce qu'on attend. Il y a surtout l'absence d'un plan d'ensemble qui nous dirait un peu où on peut s'en aller. Dans 5 ans, là, on devra être où? Et peut-être même une perspective qui dégage jusqu'à vers 10 ans, si on veut vraiment s'attaquer aux problèmes de fond qui sont plus reliés à la promotion de la santé et à la prévention pour éviter qu'on soit toujours dans le même pétrin et de pis en pis si on ne concentre pas là-dessus. Alors, on sera attendu à avoir des priorités. On ne peut pas tout faire. Dans un mandat d'un gouvernement, à partir d'un cadre général, on voit où on veut aller, qu'est-ce qu'on prend comme bloc de priorité pour tirer le train. Des objectifs un peu plus précis, pas rester juste dans des choses vagues, mais pour le court, moyen et même pour le long terme. Cadre de référence qui met les différentes parties en rapport les unes par rapport aux autres. Et un rappel des principes fondamentaux du système de santé qu'on a au Québec. Ma liste n'est peut-être pas exhaustive, là, mais l'idée d'un système public, quand on voit certaines recommandations, entre autres de la CAQ, et peu du Parti libéral, le privé est toujours sur le bord de la porte. Est-ce qu'on adhère toujours au système public et est-ce qu'on veut vraiment le développer de plus en plus? La participation, je pense, c'est un grand absent. Et si on veut vraiment voir vers l'avenir, il y a la base, je pense, en général, les milieux locaux, régionaux, mais beaucoup de locaux, bougent beaucoup quand on circule sur le terrain. Et il n'y a pas de main tendue que je vois dans les plateformes sur comment on pourrait travailler plus avec les milieux locaux et comment faire du développement de ce côté-là. Sur l'imputabilité, je pense qu'il y aurait des engagements à prendre importants là-dessus. Et la responsabilité populationnelle. Ceux qui connaissent ce que j'ai fait dans les 10 dernières années ne sont pas surpris de me voir mentionner ça. Mais je pense que c'est important. Est-ce qu'on veut vraiment orienter un système, prendre en charge des patients? Oui, mais une population aussi. Et le terme « prendre en charge », je le mets en guillemets, c'est-à-dire donner des moyens à différents niveaux pour que l'ensemble de la population voit son niveau de vie amélioré, au moins maintenu et amélioré. Bon, ça, on aimerait voir ça. Dernier tour d'horizon de ce qu'on voit, j'ai retenu un quid où j'ai à peu près rien vu sur des thèmes très importants, que ça serait bien utile d'ici à la fin de la campagne, on sache un peu quelles sont les idées qu'il y a là-dessus. La santé au travail, la protection de la jeunesse, comme telle, peut-être manquée, mais personnes handicapées, sécurité alimentaire, c'est un problème énorme pour la santé de la population, pour les milieux défavorisés. L'itinérance, qui est un problème peut-être différent d'une région à l'autre, mais très important à Montréal, comme on sait. Le logement, l'environnement sont aussi des thèmes majeurs qui l'ont été dans les dernières années et qui, pour l'avenir, dans une approche de santé de la population et de responsabilité populationnelle, ce serait important qu'on entende quelque chose là-dessus. Bon, ben voilà, c'est un peu le tour d'horizon. Je vous dirai à la toute fin, la dernière question que vous nous posiez,
laquelle des plateformes on pense qu'on choisirait. Comme vous voyez avec le portrait que je vous fais là, pas facile. Pas facile. Mais je me permettrai rapidement de vous donner quelques éléments de réflexion sur des enjeux majeurs qu'on devra trouver, qui devra faire partie d'une politique de santé telle qu'on voudrait l'avoir s'élaborer avec le prochain gouvernement, en continuité à certains égards avec ce qui s'est fait évidemment auparavant. Bon, il y a 4 grands enjeux que j'ai retenus. Il y en a d'autres, mais les 4 qui me frappent le plus, c'est la question d'équité, des inégalités sociales. Si on veut vraiment changer le portrait de la santé de la population, c'est fondamental, c'est la base. On en parle de plus en plus, mais on a difficulté de trouver des moyens, donc il faudrait s'y attaquer. La question de la qualité, autant en termes de normes et de standards, où on n'est quand même pas trop mal là, au Québec, mais que ça reste un élément important à rappeler. Pour l'ensemble du système, mais aussi l'adéquation aux besoins. On peut avoir des soins d'excellente qualité technique, mais qui ne sont pas nécessairement accordés en quantité ou même en qualité aux besoins. Et les notions d'efficience et d'efficacité sont toujours bien importantes si on veut vraiment avoir un panier de services qui est équilibré et qu'on peut gérer. Le personnel est un troisième élément. Je pense que c'est un système de santé. C'est impressionnant par beaucoup de gros équipements, de gros édifices. Il y a du tape à l'œil énormément. C'est ce qu'on voit à la télévision quand il y a des annonces. Même si on parle de la prévention, on va nous montrer une salle d'opération. C'est le clin-clin qui compte. Et c'est important. Je ne veux pas minimiser ça. Mais ce qui donne des soins, c'est du monde qui s'occupe du monde. C'est du monde qui aime le monde pour travailler avec eux. Et là, on sait, je ne ferai pas de commentaire là-dessus tout de suite, mais je pense qu'il faut dire que dans les dernières années, le personnel du système de santé a été particulièrement mis à mal. Il y a de la souffrance importante. Alors ça serait important, autant sur le plan de la gestion, de la valorisation des gens comme professionnels, comme gestionnaires, comme techniciens dans ce qu'ils font, et la formation continue. Je pense que c'est un cycle. Tout évolue vite. On veut que les gens innovent, on veut développer des nouvelles approches, mais pour ça, il faut que les gens soient appuyés par une bonne dose de formation continue. Et une formation continue intégrée à leur travail, facilement utilisable pour développer des compétences et non pas une vie secondaire parallèle qu'ils sont obligés de mener pour continuer à acquérir une formation. Et finalement, les grands enjeux de gouvernance, le pôle entre centralisation et décentralisation. Je pense que personne, n'importe qui proposerait de retravailler dans les structures se ferait tirer à bout portant, j'en suis sûr. On ne veut plus entendre parler de structures. Mais je pense, mais là, j'en remets à nos spécialistes qui pourraient aller plus loin là-dessus, qu'on peut faire beaucoup de la façon dont on organise le fonctionnement d'un système et que les structures changeront avec le fonctionnement qui devient différent. D'abord, faire fonctionner différemment. Et il y a de la marge de manœuvre. C'est une volonté qu'il faut derrière ça pour faire ça. Bon. L'autre élément majeur que je voulais vous laisser comme réflexion, c'est que si on pouvait commencer à voir le système de santé, c'est énorme, en 3 grandes composantes, 3 sous-systèmes. Alors même, je te dis peut-être 3 systèmes interreliés, parce que c'est des endroits où les tâches à accomplir sont différentes, la formation est différente, il y a une partie de la culture des gens qui travaillent là-dedans est différente. Il y a d'abord le domaine que j'ai appelé de la santé publique, autant à partir du niveau provincial qu'au niveau local, qui est vraiment l'action sur les déterminants de la santé, les grands déterminants, avec la CAP, la prévention, de la promotion, de la protection de la santé, la surveillance de l'état de santé de la population. Ça m'apparaîtrait fondamental qu'on l'organise pour que ça fonctionne, contrairement à ce qui s'est passé dans les dernières années. Surtout que, quand même, rendons à César ce qui appartient à César, on a une loi sur la prévention qui a été adoptée, qui est une bonne loi. Quand on la lit, je pense que c'est bon, que ça peut nous permettre d'aller très loin. Mais sous ce thème de santé publique, il faudrait que viennent les budgets, évidemment, mais aussi les instruments de la politique, les façons dont cette politique va se décliner à tous les niveaux, national, régional et local. L'autre composante pour la santé publique,
Retenons que c'est là qu'on voit le focus sur les déterminants de la santé et sur les stratégies intersectorielles. Entre autres, ça serait important de les avoir au niveau provincial pour que la politique puisse vivre et fonctionne, mais aussi à l'autre bout, au niveau local. Et là, je pense que la santé publique, par nature de ce qu'elle est, et la littérature qui sort de plus en plus là-dessus, peut jouer un rôle énorme au niveau de la stratégie, aider les partenaires au niveau local sur les stratégies à développer communes pour être capable de travailler ensemble. L'autre élément du système, les soins hospitaliers, ça, on les connaît plus, mais il y a certains éléments qui devraient ressortir comme préoccupation, me semble-t-il. D'abord, il y a la question, évidemment, de la gestion des listes d'attente et des suivis post-hospitalisation. La connexion de l'hôpital avec ce qui se passe en première ligne. La pertinence et la performance, et ça, on devrait y faire plus référence, entre autres, comment ça se reflète dans le surdiagnostic et le surtraitement. Et l'engagement, ça revient un peu à mon point du personnel au début, qu'on est vraiment, et je sens qu'il y a eu beaucoup d'écrits là-dessus, je sais que Jean-Louis, entre autres, je sais qu'il y a des choses pas mal que tu as travaillé là-dessus, dont tu nous as déjà parlé, peut-être vous aussi, Mme Régis, mais l'engagement des médecins, du personnel, des patients, et j'aurais dû mettre dans la liste aussi des gestionnaires, comme tel. Que ces gens-là retrouvent une motivation, qu'on leur redonne des responsabilités, qu'ils retrouvent de la valorisation dans ce qu'ils font. Ça peut tout changer en dedans de quelques mois dans le fonctionnement des systèmes si on met le paquet là-dessus. C'est ça qui m'apparaît essentiel. Et finalement, la première ligne devra faire l'objet, on le dit depuis longtemps, mais d'un développement majeur. D'abord en termes de gouvernance. Et là, je pense que si on veut vraiment aller plus loin de façon intersectorielle, il va falloir de plus en plus impliquer les municipalités. Les municipalités qui étaient ce qu'on se plaisait à appeler, quand j'ai fait de la politique, on regardait les gens des municipalités, on leur apparaît que d'après la Constitution canadienne, elles étaient des créatures du gouvernement provincial. Bon, elles ne sont plus des créatures du gouvernement provincial. La loi a été changée, ça c'est un bon point qui a été fait. Ce sont des gouvernements locaux qui ont des pouvoirs élargis, là, il reste à leur donner des assiettes fiscales probablement plus importantes. Mais je pense que pour le développement des services, dans la façon de livrer les services, c'est le gouvernement local et non pas le gouvernement provincial qui peut vraiment s'impliquer là-dedans, avec les organismes publics et privés. Là, je pense surtout aux privés, les organismes sans but lucratif, évidemment, et la santé publique, qui est là pour avoir vraiment un rôle qu'elle peut jouer d'intégrateur et stratégique sur des bases, sur des données probantes en termes de connaissance de la population et de l'évolution de la santé de la population locale. Finalement, le thème en première ligne de la coordination, et là, je pense aussi, il y a de plus en plus de littérature sur des trajectoires de services coordonnés. Alors, il faudrait arrêter de parler de qu'est-ce qu'on met dans le GMF, qu'est-ce qu'on met dans le CLSC, comment est-ce qu'on répartit ça entre les deux. Il faudrait qu'on parle d'une trajectoire intégrée dans laquelle la GMF s'intègre. Et que le médecin est assuré qu'il y a des cas lourds, il n'aura pas à les porter, il ne sera pas pris avec, il ne sera pas obligé d'en choisir d'autres sur sa liste, parce que la trajectoire va les prendre en charge, puis il va y aller. Et l'ensemble des acteurs locaux sera assuré d'une meilleure accessibilité. Alors ça m'apparaît important. Et finalement, l'intégration territoriale en réseau. Et ça aussi, je pense qu'on a de plus en plus de littérature là-dessus. Vraiment que les partenaires intersectoriels se définissent par rapport à un territoire. Ça n'a pas besoin d'être un territoire très rigide sur le plan administratif, mais un territoire qui de toute façon existe parce que les gens vivant dans un milieu développent toutes sortes de relations. Et ça définit un territoire sociologique, dans un sens, qui fonctionne bien. Et c'est là-dessus qu'on faudra tabler pour organiser plus les réseaux. Encore là, pas de façon administrative, pas avec des nouvelles structures, mais en ayant de plus en plus d'arrangements. Et à force d'avoir des arrangements et des choses qu'on fait ensemble, je me rappelle un de mes anciens patrons qui nous disait « C'est toujours risqué de travailler en réseau, parce que n'importe qui peut sortir n'importe quand, tu n'es pas prisonnier comme dans un système. » Mais l'expérience démontre qu'après un bout de temps, avec les succès qu'on accumule, chaque partenaire calcule à un moment donné que son coût d'opportunité va être beaucoup plus grand s'il sort que s'il reste. Alors, ça peut rester. Lequel choisir? Tout en finissant, 30 secondes. Je ne retiens sûrement pas ça n'a rien à voir avec mon appartenance politique dans le temps que j'étais en politique. J'espère que ça va ressortir de la vision que je dis là. Parti libéral,
On va un peu avoir more of the same, là, d'après ce qu'ils nous disent. Là. Ils vont continuer à faire ce qu'ils ont fait. La CAQ, je pense, a un penchant terrible sur la privatisation, souvent en sourdine, un peu partout. Ce qui serait l'idéal, ce serait, quand je vous ai présenté, la plateforme du PQ et de QS ensemble. On se l'aurait à l'affaire. J'ai essayé de vérifier, mais ça n'a pas l'air que c'est pour tout de suite à l'agenda. Alors, s'il fallait choisir entre les deux, par qui commencer, je partirais avec QS. Je pense qu'ils ont une vision de ce qu'ils ont communiqué, de ce que j'ai vu, qui est plus global. Ils partent vraiment du global, vont au spécifique, puis même si c'est limité ce qu'on peut faire dans une plateforme électorale, on voit les liens. J'espère que je ne lisais pas avec des lunettes déformées, mais je vois plus de liens là qui prennent l'ensemble du système avec une préoccupation pour le micro aussi, mais dans un cadre qui se tient. Alors, ça serait mon choix. C'est là. Espérant qu'un jour, on pourrait intégrer les deux plateformes. Merci beaucoup. Alors, d'abord, je tiens à remercier les organisateurs de m'avoir invité à cet événement. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici aujourd'hui. Je me suis amusée à concocter un titre qui reprenait les 4 slogans des partis. Donc, ce que je me propose de faire, en fait, aujourd'hui, moi, c'est plus de vous parler spécifiquement de la main-d'œuvre dans le réseau en lien avec les enjeux de transformation de la première ligne. Donc, quelques mots très rapides sur mes intérêts de recherche. Donc, je m'intéresse à la main-d'œuvre dans le réseau, plus spécifiquement dans le secteur de la première ligne. Et en fait, le fil conducteur de mes projets, c'est vraiment de comprendre les environnements et les dynamiques de travail qui favorisent l'engagement au travail. Et mes projets portent sur plusieurs groupes professionnels différents, donc les infirmières praticiennes spécialisées en première ligne, ce qu'on appelle les IPSPL, les médecins de famille, les cadres intermédiaires, mais aussi les préposés aux bénéficiaires et les infirmières auxiliaires. Donc, pourquoi s'intéresser à la main-d'œuvre dans le réseau, à la main-d'œuvre en première ligne? En fait, je vous dirais que la littérature est assez unanime sur le fait que la capacité des organisations de santé à se renouveler et à innover repose sur une main-d'œuvre qui est mobilisée au travail, une main-d'œuvre qui est en capacité physique et mentale de s'engager activement dans les transformations organisationnelles. Et si on regarde plus spécifiquement du côté de la première ligne, vous le savez, on voit que les profils de clientèle ont beaucoup évolué. On parle de vieillissement de la population, on parle d'accroissement de maladies chroniques, de santé mentale aussi, de problèmes de santé mentale, donc des changements en fait qui nécessitent de repenser l'offre de services et l'organisation des soins également. Donc, d'un côté, on a un réseau qui a besoin d'une main-d'œuvre mobilisée et engagée pour transformer la première ligne. Et de l'autre, on observe plusieurs problèmes de main-d'œuvre qui témoignent plutôt d'une certaine démobilisation au travail et aussi d'un problème d'attractivité pour certaines professions ou certains postes. Donc, on parle de pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, d'un roulement de la main-d'œuvre, de taux d'absentéisme et de présentéisme au travail élevé, de taux d'épuisement professionnel élevé également. Et c'est des problèmes, oui, qui affectent les infirmières, les préposés aux bénéficiaires. On en entend peut-être un peu plus parler, mais c'est un problème beaucoup plus large qui touche beaucoup de catégories d'emplois. Et actuellement, on n'en parle pas beaucoup, mais la situation est très difficile pour les cadres intermédiaires dans le réseau, sans parler aussi là, des médecins de famille. Donc, la mobilisation de la main-d'œuvre, c'est un enjeu majeur actuellement pour répondre aux défis auxquels le réseau doit faire face. Il faut prendre soin des patients, mais il faut aussi prendre soin du personnel du réseau. Donc, j'ai identifié en fait 3 thèmes en lien avec la question de la main-d'œuvre dans le réseau et les enjeux de transformation de la première ligne, donc la main-d'œuvre en première ligne, les IPSPL et les médecins de famille. Et pour chacun de ces thèmes-là, j'ai identifié un enjeu qui m'apparaissait prioritaire et j'ai regardé finalement un peu comment les différents partis abordaient cet enjeu-là. Donc, le premier enjeu, comment maintenir une main-d'œuvre mobilisée et engagée au travail. Donc, sur la question de la main-d'œuvre dans le réseau, je dirais qu'il y a des propositions intéressantes qui ont été amenées par les partis. Mais en fait, je dirais que les propositions des 4 partis demeurent quand même assez limitées. Il n'y a pas de vision globale des enjeux de main-d'œuvre sur lesquels, et les quelques propositions se limitent souvent aux infirmières
ou aux préposés aux bénéficiaires, alors que, comme je le disais, c'est un problème qui est beaucoup plus généralisé. Donc, si on regarde ce que disent les partis par rapport à ça, donc il y a la CAQ, qui est le Parti québécois, qui parle d'ouvrir des postes à temps complet pour les infirmières, abolir les heures supplémentaires obligatoires. Les 4 partis disent vouloir poursuivre les projets pilotes sur les ratios patients-infirmières. On parle aussi d'améliorer les conditions de travail des infirmières auxiliaires, des préposés aux bénéficiaires, mais il y a très, très peu d'informations sur comment on va arriver à faire ça. Le Parti libéral parle de faciliter l'attraction et l'embauche des préposés aux bénéficiaires par une campagne massive de promotion du métier. Donc, le Parti libéral ne parle pas d'agir directement sur les conditions de travail. Donc, on peut se demander comment une campagne de promotion, si la campagne de promotion va être suffisante pour vraiment attirer les gens dans ce métier-là. Donc, oui, des propositions intéressantes, mais assez circonscrites quand même à des groupes professionnels en particulier, et leur opérationnalisation est vraiment très peu développée. Donc, si on regarde un peu maintenant comment les travailleurs parlent des difficultés qu'ils vivent en première ligne, il y a évidemment des différences importantes entre les catégories d'emploi. Les préposés aux bénéficiaires ne vivent pas du tout la même situation que les infirmières ou encore les cadres intermédiaires, mais malgré ces différences-là, il est possible de dégager des grands thèmes qui traversent l'ensemble des professions, même si ça s'exprime différemment. D'abord, des problèmes d'organisation du travail. Évidemment, la question des horaires de travail est centrale. Des horaires de travail atypiques, flexibles, imprévisibles, variables d'une semaine à l'autre pour bon nombre d'intervenants. Et pour les cas intermédiaires, c'est plutôt les longues heures de travail qui posent problème. La charge et le rythme de travail aussi, ce qu'on appelle l'intensification du travail, donc en faire toujours plus avec moins, dans un laps de temps beaucoup plus court, donc une pression qui est beaucoup plus forte sur les travailleurs et les cadres aussi. Et on note une distance aussi entre les cadres intermédiaires et leurs équipes qui contribuent à accentuer plusieurs problèmes vécus au travail. Donc, des conditions qui affectent le sens du travail. On parle d'un écart grandissant entre les valeurs professionnelles et leurs pratiques au quotidien. Les intervenants disent manquer de temps pour offrir des soins de qualité, pour la dimension relationnelle des soins, et les cadres intermédiaires disent manquer de temps pour accompagner leurs équipes de manière adéquate. Des conditions qui rendent aussi très difficile la conciliation du travail et de la famille, oui, à cause des horaires, mais aussi à cause de la charge mentale associée à ce travail-là, dans ce type de conditions-là. Et on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des enjeux particuliers pour les jeunes qui amorcent leur carrière dans le réseau. Les jeunes sont nombreux à se retrouver dans des conditions d'emploi précaires, à cumuler plusieurs contrats, à se retrouver aussi avec les horaires les plus difficiles, ce qui accroît bien sûr aussi les difficultés de conciliation travail-famille, alors que les jeunes sont justement à une période de leur vie où ils construisent plusieurs projets de vie en même temps. Et le défi va être encore plus grand pour celles qui ne peuvent pas compter sur un réseau d'entraide, ou encore pour celles qui ont un conjoint qui lui aussi a des horaires atypiques, ce qu'on retrouve de plus en plus souvent. Donc, des situations qui provoquent, comme je le mentionnais au début, différentes formes de désengagement au travail. Et donc, oui, il y a des solutions intéressantes, l'abolition des heures supplémentaires obligatoires, aussi la question des postes supplémentaires. Mais bon, il faut aussi, ça pose aussi quand même l'enjeu de faisabilité, tout ça, notamment les ratios patients-infirmières. Est-ce qu'on a assez de personnel pour étendre ces ratios-là à l'ensemble des secteurs? Il faut voir, mais bon, c'est quand même des voies à explorer. Mais à mon avis, il faut quand même agir plus globalement sur les conditions de travail dans le réseau, de sorte que ce soit l'ensemble des travailleurs qui bénéficient d'une amélioration de leurs conditions, et les jeunes aussi, comme les travailleurs plus établis. Il faut s'assurer aussi que les cadres intermédiaires puissent jouer leur rôle auprès de leurs équipes. Leur rôle est central à plusieurs égards pour soutenir et accompagner les équipes, et ne pas oublier évidemment la question de la conciliation travail-famille à travers tout ça. Le deuxième enjeu, comment utiliser de manière optimale le rôle des IPSPL pour accroître l'accessibilité et la qualité des soins. Ici, on voit là, dans les 4 plateformes politiques, les IPS ont vraiment la cote. Elles semblent être la solution pour améliorer l'accès à la première ligne et aussi le manque d'effectifs médicaux. Les solutions invoquées par les partis, donc poursuivre le déploiement des IPSPL. Les quatre partis en parlent. Le Parti québécois propose de déployer davantage d'IPSPL.
Augmenter les places en formation, là encore, les 4 partis en parlent. Je dirais que sur ce point-là, le PQ et le Parti libéral semblent être les 2 partis qui ont les propositions, à mon avis, les plus articulées par rapport à ça, mais ils proposent vraiment 2 modèles complètement différents et des moyens aussi différents. Donc, pour le PQ propose d'étendre le modèle des cliniques sans médecin selon le modèle SAPSA. Propose aussi des IPSPL dans les CLSC. Et le PQ, les moyens, donc c'est accroître l'autonomie des IPSPL par rapport aux médecins et revoir le financement accordé aux médecins pour collaborer avec une IPSPL. Le modèle libéral, les libéraux vont plus promouvoir le modèle Archimède, qui accorde aussi un rôle important aux IPSPL, mais davantage là, en GMF, donc sur le même lieu de travail que les médecins. Le Parti libéral propose d'assouplir les règles qui encadrent leur pratique, mais ne propose pas de toucher aux règles de rémunération qui encadrent la collaboration avec les IPSPL. Donc, par rapport à cette question-là, si on écoute ce que les IPSPL ont à dire, donc il faut, à mon avis, travailler sur 3 fronts. D'abord, oui, accroître le nombre d'IPSPL, comme le proposent tous les partis, mais pour accroître le nombre de manière réaliste, il faut aussi se doter de certaines conditions, comme être en mesure d'offrir des stages en milieu de pratique, parce qu'actuellement, c'est un problème, il n'y a pas assez de milieux de stage en GMF, mais aussi rendre cette profession-là plus attrayante. Actuellement, il y a des difficultés d'attraction parce que les conditions de travail et de rémunération ne sont pas toujours avantageuses par rapport, par exemple, aux infirmières cliniciennes. Donc oui, le nombre, mais il faut aussi travailler à l'amélioration des conditions d'exercice des IPSPL pour qu'elles puissent travailler à la pleine étendue de leur rôle. Donc ça aussi, c'est un enjeu important. Donc actuellement, la manière dont leur rôle est utilisé va être très variable d'un milieu à l'autre, d'un médecin à l'autre aussi. Donc dans certains milieux, ça se passe bien, dans d'autres, beaucoup moins bien. L'utilisation optimale du rôle passe par une amélioration du travail de collaboration interprofessionnelle entre l'IPSPL et son ou ses médecins partenaires, mais aussi avec les autres professionnels avec qui elle collabore, donc avec les pharmaciens, les infirmières cliniciennes, les médecins spécialistes également. Par contre, elles sont assez unanimes à dire que l'utilisation optimale de leur rôle nécessite une diminution de l'emprise des médecins sur leur pratique. Oui, elles souhaitent continuer à collaborer avec les médecins parce que c'est important pour leur développement professionnel, mais il faut que cette collaboration-là se fasse dans le respect de leur autonomie professionnelle et aussi dans les intérêts des patients, ce qui n'est pas toujours le cas. Et ça questionne inévitablement la façon dont est pensée la rémunération des médecins dans leur travail de collaboration avec les IPSPL. Troisièmement, étendre leur champ de pratique pour qu'elles puissent avoir les mêmes activités médicales que les IPS des autres provinces canadiennes. Vous le savez peut-être, mais les IPSPL au Québec détiennent la formation la plus poussée au Canada, mais c'est au Québec que leur champ de pratique est le plus restreint, notamment sur la question là, du diagnostic. Donc, par rapport aux IPSPL, le PQ et le Parti libéral ont des propositions intéressantes, mais qui répondent, à mon avis, partiellement à cet enjeu-là. Donc, la proposition des libéraux d'assouplir les règles qui encadrent la pratique des IPSPL est intéressante si elle mène les IPSPL du Québec à avoir le même degré d'autonomie professionnelle que les IPS des autres provinces canadiennes. Proposer un modèle moins centré sur le médecin, c'est une bonne voie à suivre, mais à mon avis, il est préférable de maintenir des conditions qui favorisent la proximité entre les professionnels parce que ça favorise les échanges et le travail de collaboration, ce que fait le Parti libéral. Mais en même temps, il faut aussi limiter l'emprise des médecins sur le travail des IPSPL, donc réfléchir à cette question de rémunération-là. Et là, le Parti québécois va beaucoup plus loin sur ce point-là. Le troisième enjeu, comment s'assurer de l'engagement des médecins de famille dans la transformation de la première ligne. On le sait, les médecins sont des acteurs importants de la première ligne. Ils ont évidemment un rôle central à jouer auprès des patients et dans l'accessibilité aussi des soins. Si on regarde par rapport à la transformation de la première ligne, ils peuvent être de puissants agents de changement ou, au contraire, être la source d'une certaine inertie organisationnelle. Donc, utiliser de manière optimale les compétences des médecins de famille dans une équipe multidisciplinaire, s'assurer de leur collaboration dans la transformation de la première ligne, sont, à mon avis, des conditions incontournables pour opérer ces changements-là en première ligne.
Donc, est-ce que les propositions des partis politiques répondent à ces enjeux-là? Pardon. Si on regarde ce qu'on retrouve en fait dans les plateformes électorales, c'est essentiellement des mesures qui visent le salaire des médecins, le mode de rémunération des médecins, l'incorporation des médecins, ou encore des mesures coercitives, comme l'a annoncé le Parti libéral avec l'application de la loi 20 si les cibles d'accessibilité et d'assiduité ne sont pas atteintes. Donc, on est rendu à 90 % de la population qui devrait avoir un médecin de famille et 95 % pour le taux d'assiduité. Donc, je ne nie pas qu'un questionnement sur la rémunération des médecins s'impose, mais je pense qu'une réflexion sur ce que devient la pratique médicale et son rôle dans l'organisation des soins et des services en première ligne devrait être menée aussi en parallèle. Donc, un ton peut-être un peu plus positif qui propose une vision du travail d'équipe en première ligne sera, à mon avis, peut-être plus porteur, plus rassembleur. Et cette réflexion-là devrait se faire avec les médecins et non pas contre les médecins de famille, en imposant un modèle de médecine familiale axé essentiellement sur le débit. 2 éléments m'apparaissent importants, le maintien d'une médecine performante et de grande qualité et des conditions aussi qui permettent aux médecins de continuer à pratiquer en fonction de leurs valeurs professionnelles pour que le travail continue à faire sens pour eux. Ce que les médecins nous disent, ce qui fait sens pour eux, c'est inscrire leur pratique dans une vision humaniste des soins. Donc, le lien et la relation avec le patient est au cœur de ce qui procure un sens à leur travail. Au niveau des moyens, évidemment, la question du temps est importante. Prendre le temps avec le patient, pas seulement aller à l'essentiel, pas seulement traiter un seul problème à la fois. Et pour plusieurs, le salaire n'est pas au centre de leur préoccupation. Donc, il y en a beaucoup qui souhaiteraient plutôt travailler dans un environnement qui leur permet de bien faire leur travail, de ne pas être trop surchargés, d'être efficaces. Et pour ça, ça prend une équipe de professionnels stables. Or, on constate qu'une médecine axée sur le débit va ancrer davantage les médecins de famille dans une vision entrepreneuriale des soins et ça nuit au travail de collaboration avec les autres professionnels. Et les médecins ne sont pas nécessairement encouragés dans ce modèle-là à prendre du temps pour discuter des cas avec les autres professionnels. Ajoutons à cela la main-d'œuvre instable, le roulement de personnel, l'absence pour maladie, qui constitue aussi un problème pour le travail d'équipe efficace et une première ligne accessible. Dernier élément, la question des changements culturels et dans les situations de vie des médecins. Donc, le contexte de travail des médecins a beaucoup changé. La médecine familiale s'est fortement féminisée. On note une augmentation des couples à double carrière aussi chez les médecins. Donc, on est vraiment loin du modèle de médecin dévoué entièrement à sa carrière où la conjointe prenait en charge les responsabilités familiales. Donc, ça pose des enjeux particuliers de conciliation de travail-famille, particulièrement pour les femmes médecins, parce que même si on observe des changements, c'est encore les femmes qui se retrouvent avec qui a le plus de responsabilités familiales dans la gestion de la vie familiale, même lorsque ce sont elles qui ont la carrière la plus exigeante. Et les valeurs du travail ont changé. Les jeunes médecins, les femmes, mais aussi certains médecins plus âgés souhaitent une vie plus équilibrée et s'impliquer dans leur vie familiale. Très, très rapidement, je suis allée voir du côté de la politique conciliation travail-famille aussi des différents partis pour voir un peu comment ils en parlaient. Donc, ça concerne les médecins, oui, mais aussi l'ensemble des travailleurs du réseau. Donc, très rapidement, je dirais qu'il y a des mesures générales qui sont proposées pour l'ensemble des travailleurs. Il y a peu de choses qui vont répondre aux enjeux spécifiques des travailleurs du réseau. On parle de télétravail. Ça peut être intéressant peut-être pour les cadres, peut-être pour certains pas spécifiques, mais évidemment pas pour les professionnels qui offrent des soins directs aux patients. On parle d'accessibilité aussi, de services de garde, mais il n'y a rien vraiment pour soutenir les travailleurs, travailleuses qui ont des horaires atypiques. Et là, par rapport à la conciliation travail-famille-études, par rapport à études, il n'y a absolument rien que j'ai trouvé, du moins sur les plateformes, par rapport à cet élément-là. Donc, conclusion, 3 points peut-être à retenir très rapidement. Agir plus globalement sur les conditions de travail dans le réseau, de sorte que ce soit l'ensemble des travailleurs qui bénéficient d'une amélioration de leurs conditions. Évidemment, ça devrait aussi favoriser l'attraction de la main-d'œuvre dans le réseau. Proposer une vision d'équipe et des mesures qui favorisent un réel travail de collaboration entre les divers professionnels de la santé, en utilisant évidemment de manière optimale les compétences de chacun, mais aussi dans le respect des valeurs professionnelles et des mesures de conciliation travail-famille adaptées aux travailleuses, travailleurs du réseau. Voilà.
Merci. Bonjour à tous. Bienvenue à ce 5 à 7. Merci beaucoup aux organisateurs. Vraiment, je suis un peu la brebis noire ici, là, qui n'est vraiment pas un intellectuel ou un académicien. Donc, je vais tenter, après mûre réflexion, parce que je savais que le Dr Rochon et les distingués invités étaient pour décortiquer les enjeux, de faire une chronique comme je fais avec Céline Galipeau. Alors, je vais vous faire une chronique médicale de mon cru, n'est-ce pas? Parce que promesses, 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 hein, les promesses électorales, nous, les journalistes, on est toujours très ironiques parce qu'au final, combien de ces promesses sont véritablement exécutées? Hein? Alors, tous ces beaux cadeaux que l'on fait miroiter, est-ce que vraiment on les exécute? Et promesses pour qui? C'est promesses pour l'électorat, pour les gens qui viennent dans le réseau de la santé, pour le citoyen moyen. Mais est-ce que ça reflète vraiment ce que le réseau a besoin? Est-ce que ça reflète vraiment ça? Alors, je me suis posé cette question-là, puis je me suis dit, pourquoi pas nous donner une lorgnette de ce que le réseau veut? Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ils sont 250 000. Écoutez, moi, quand j'ai couvert ça pendant des années, là, c'est un mélange de mécanique quantique, de la théorie du chaos, et pour finir le tout, la connectomique. Alors, je suis tombé sur 2 études. Et la deuxième étude est visuelle. Je suis un gars de télé, alors je vais vous faire un show télé. Vous m'excuserez, je ne suis pas un homme de PowerPoint, même si j'enseigne. Alors, je ne commence pas par le PowerPoint tout de suite. Je vais commencer par les 2 études que j'ai dénichées, qui sont récentes. Alors, les 2 études que je vais vous vulgariser, n'est-ce pas? Point de vue des parties prenantes sur les solutions visant à l'amélioration de la performance du système de santé et Healthcare Reform, Inertia, Polarization and Group Influence. Je vais les nommer, les auteurs, comme ça, de toute façon, j'ai les études pour ceux qui veulent les voir plus tard. Mélanie Péroux, Geneviève Champagne, Jenny Haggerty, Marie-Dominique Beaulieu, Michel Rivard, Mylène Breton, Catherine Larouche, Astrid Broussel et un qui nous a quittés malheureusement pour d'autres cieux, Damien Conandriopoulos. Alors, ce que je vais vous montrer visuellement, c'est ce que les gens dans le réseau veulent. Alors, cette étude-là, c'est un questionnaire que les journalistes n'ont jamais le plaisir de faire, envoyé à 2500 personnes dans le réseau. Les médecins, les infirmières, les pharmaciens et les administrateurs. Et 37 % ont répondu, donc 919 questionnaires ont été retenus. Combien ici connaissent cette étude-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà vu les résultats de cette chose? 2 ou 3 personnes. Ce que vous allez voir va probablement vous renverser. On a un système de santé qui n'est pas optimal. Pourquoi donc? On met la moitié du budget du Québec, 30 milliards, mais qu'est-ce qui ne va pas? Les journalistes, on se bute à qu'est-ce qui ne va pas? Alors, conclusion de cette étude, il y a 2 principaux secteurs où il y a un drag, il y a une inertie. C'est les systèmes d'information, la réticence à partager l'information de façon interprofessionnelle, puis les changements qui affectent directement la pratique des médecins. Alors, quelles sont les solutions proposées pour améliorer le système de santé? Pour les administrateurs, il faut s'attaquer aux médecins. Il faut revoir le mode de paiement professionnel, augmenter l'interdisciplinarité, redéfinir les tâches médecins versus pas médecins et améliorer la pertinence des soins. Là, quand je vous raconte ça, là, pensez à vos 4 partis politiques et vous offrent-tu quelque chose qui parle de ça? Les médecins, eux, s'attaquent au système. Augmenter l'interdisciplinarité, redéfinir les tâches médecins, pas médecins, améliorer l'accès aux plateaux techniques. Ça, je me souviens, Dr Barrette nous avait servi ça il y a plusieurs années. Et aux spécialistes, améliorer l'accès à la première ligne. Comment est-ce qu'un gouvernement peut tenter de faire des promesses autour de ces choses-là? Moi, je me pose des questions. Infirmières. Alors, les infirmières, là, c'était très réticent à répondre aux questionnaires en passant, là. Il a fallu qu'ils fassent des courriels pour relancer ce monde-là. C'est des gens qui ne parlent pas beaucoup. Alors, elles veulent améliorer leur sort. Vous en avez parlé abondamment. C'est ça, augmenter l'interdisciplinarité, redéfinir les tâches, améliorer l'accès à la première ligne, améliorer les conditions de travail, la reconnaissance professionnelle. C'est tout ce que vous avez dit.
Les pharmaciens, eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche bien là, entre l'hôpital et la pharmacie, augmenter donc l'interdisciplinarité également, améliorer l'accès à première ligne et rendre le système, le fameux dossier électronique des patients, systématique, n'est-ce pas? Tout ça, ça semble clair pourtant. Pourquoi est-ce qu'on n'y parvient pas? Et c'est là que le PowerPoint commence, pour moi. Je ne suis pas très bon. Oups. Alors voilà. Les forces du système de santé du Québec. Alors, ils ont fait ce qu'on appelle des sociogrammes. Vous connaissez ça, des sociogrammes? Alors, c'est cette nouvelle façon d'interpréter les données. Vous me suivez? C'est ce que j'ai tendance à vouloir y aller. Alors, grosso modo, ce qui est fort intéressant, c'est les forces du réseau. Pif, ça marche, bon. Naturellement, un système universel, gratuité des soins, qualité des soins, satisfaction des patients, couverture géographique étendue, compétences techniques et dévouement des professionnels. Et en tout petit ici, là, il a travaillé 4 ans là-dessus, le ministre. Là. C'est sa célèbre restructuration, la loi 10 ici, là, les CIS et les CIUS. Ça n'a pas trop l'air d'être une grande priorité dans la force du réseau. J'ai le droit à la retraite de dire ce que j'ai le goût de dire, alors je vais dire ce que j'en pense. Les groupes les plus influents dans le réseau, toujours tiré de cette deuxième étude. N'est-ce pas? Alors, tout ce que vous voyez en gris, hein, c'est les éléments. Est-ce que vous voyez ici, je ne vous l'ai pas dit, là, mais en vert sont les médecins, en rose les infirmières, en jaune les pharmaciens, en bleu les administrateurs. Alors, on voit carrément que la FMOQ et la FMSQ sont au cœur du système. Et moi, je l'ai toujours dit, regardez moi où j'étais pendant 35 ans. Ça a l'air que j'étais pas mal collé, mais il ne m'aimait pas trop, hein, M. Barrette, quand il était jadis à l'époque de l'autre côté, et même quand il était ministre. Alors, les médias, hein, n'est-ce pas, l'argent, le Conseil du Trésor, et on a comme une espèce de périphérie. Ici, les médecins sont là, mais les médecins à titre de médecins, n'est-ce pas? Et on retrouve le gouvernement. Ah, ça, c'est intéressant pour moi que le gouvernement soit si petit et si éloigné du centre. Ils vous font des promesses, hein? Regardez leur poids relatif, voilà. Vous voyez leur poids relatif pour les 1000 personnes qui ont répondu sur ce qu'ils peuvent vraiment faire en termes d'influence dans le réseau. Parce que c'est un système d'un 250 000 de personnes qui fonctionne de façon autonome. Hein. Il y a déjà eu même des idées d'éliminer le ministère et que ça soit géré par une régie. Alors, on a déjà eu ça. Et pour les auteurs de cette étude-là, pourquoi les choses n'avancent pas vite? On veut tous une première ligne forte. FMSQ, surtout. Et là, on arrive véritablement dans le graphique que j'aime le plus. Les solutions. Qu'est-ce qu'ils proposent? Hein, c'est intéressant, les partis politiques proposent des choses, mais eux semblent proposer des choses. Attachez votre truc. L'autre après est encore pire. Voilà ce qu'ils proposent. Compliqué, hein, le réseau de la santé? 51 solutions. 51 solutions. Alors, c'est tout en anglais. Je n'irai pas me casser les yeux pour envoyer mon curseur. Je vais vous en donner quelques-unes des plus importantes. On s'entend. Renforcer la première ligne numéro 1. Augmenter l'interdisciplinarité et redéfinir les tâches médecins et non-médecins en première ligne. Revoir le mode de paiement des médecins. Déjà, ces 3 premières choses-là, là, c'est ça qu'ils veulent. On s'entend? OK. Là, je vais aller vite pour le reste. Faire des suivis des performances des soins, plus de médecins et d'infirmières dans la gouvernance, étendre les heures de service dans les soins de première ligne, rationaliser les décisions, moins de politique, planifier macro à long terme, une réforme du financement des hôpitaux, donner du feedback à la pratique des médecins, que la pratique des médecins soit conforme avec les priorités du système. C'est quelque chose, hein? Rendre les médecins plus redevables de leurs actes, augmenter le nombre de pivots pour les soins et rendre le système plus axé sur les patients. Tout ça, j'en passe. Et là, vous allez vraiment frémir. Qu'est-ce qui est le moins important pour eux?
Ça, c'est les petits points en haut. Mon Dieu Seigneur, j'ai de la misère. Vous m'excusez, c'est pour ça que j'en fais jamais. Alors, c'est tous ces petits points-là ici là, qui sont en périphérie, là. Ça, là, ces choses-là. Là. Investir plus dans la prévention. Oh, la santé publique. De meilleures conditions de travail pour les infirmières. Un bac pour toutes les infirmières. Entraîner les professionnels à l'interdisciplinarité. Alors là, il y a un paradoxe parce qu'on veut travailler en équipe, mais on veut-tu s'entraîner? Pas l'air d'être fort. Plus d'autonomie pour les hôpitaux. Dr Bolduc, application de la méthode Lean. Non, pas vraiment. Créer une agence indépendante pour le financement. Pas vraiment de priorité. Plus de soins à domicile. Pas une priorité. Je vous le dis, là, regardez ce que les partis politiques offrent à vous, les citoyens, et voilà ce que les gens dans le réseau disent. Augmenter le rôle du patient et la redevance à la population. Pas une priorité. Pourtant, M. Rochon, c'est bien ça qu'on veut, augmenter le rôle du patient et la redevance à la population. Et là, comme vous connaissez ces choses, ces résultats-là ont été pris en conservant les relations les plus intenses de proximité entre les groupes professionnels. Là, ils se sont posé la question, qu'est-ce qui arrive si on prend toutes ces données-là puis on enlève toute leur profession? On va regarder là quelque chose qui va peut-être être différent parce que là, on n'aura pas le rôle d'influence de leur profession dans les résultats. Attention. Quelque chose, hein? Et là, c'est juste avec 919 points, hein? Mais là, mettez-en 250 000. Et de façon surprenante, ils sont arrivés avec les mêmes résultats. Ce qui veut dire que l'on soit médecin ou pas médecin, on veut toujours obtenir la même chose. Alors, pourquoi, si rien ne marche, rien n'est corrigé, pourquoi on n'arrive pas à améliorer les choses? Deux choix, selon les auteurs. Soit que c'est une incompétence généralisée. Personne n'est bon dans le réseau, là, tout le monde est tout croche. Puis ça n'arrive pas, on n'arrive pas à 250 000 à avoir une unité de cohésion. Ou bien, y a-t-il obstruction? Alors, il conclut en citant Goebbels, il y a obstruction. L'obstruction vient de la FMSQ. Moi, je ne fais que rapporter ce qui est dans l'étude. N'est-ce pas? Alors, je crois que les partis ne savent vraiment pas quoi faire après le raz-de-marée de la restructuration de la loi 10 et de la loi 20 du Dr Barrett. C'est une espèce de raz-de-marée moi, j'ai parlé pendant 1 an, quand j'étais à l'émission Enquête, à des centaines de personnes dans le réseau, qui est un omerta complet parce que tout est régi par la peur. C'est vraiment ça qui est le problème. Et là, on a une plateforme électorale très faible, hein, comme le docteur Rochon nous l'a dit, sans cohésion, sans rien, sans message fort. La seule chose que l'on veut, c'est s'attaquer au salaire des médecins et peut-être certains éléments de la première ligne, mais ce n'est pas très clair. Donc, la complexité et l'impuissance des gouvernements précédents rendent des solutions simples en promesses électorales, c'est quasiment impossible. Vous voyez la complexité des besoins des gens, si cette étude-là est valable, la complexité des interrelations et des besoins, fait en sorte qu'il n'y a pas de promesse électorale, selon moi, qui répond aux solutions possibles. Alors, si vous me demandez pour qui je vais voter en santé pour personne, parce qu'il n'y a personne qui offre quelque chose qui, selon moi, tient compte de ce que le système veut. Alors, c'est aux citoyens d'être plus proactifs, c'est au réseau aussi d'être plus proactif en définissant mieux pour les politiciens ce que le réseau a vraiment besoin. Sur ce, merci de m'avoir écouté, le simple journaliste. Ce fut un plaisir. Merci. Ouais. Alors, tout d'abord, merci à HPOD d'avoir organisé cet échange. Ça nous donne l'occasion de poser un regard sur les plateformes dans un contexte complètement non partisan. Pour structurer cette réflexion, j'ai tenté de trouver une sorte de cadre théorique d'analyse. Je vais donc commencer brièvement par vous présenter ce cadre.
Ensuite, je vais tenter de poser un diagnostic sur le système de santé au Québec à la lumière de ce cadre, en portant attention notamment aux situations pathologiques du système actuel. Et dans un troisième temps, ça sera d'examiner dans quelle mesure les propositions des plateformes permettront de remédier à ces situations pathologiques identifiées. Alors, le cas d'utiliser, c'est ce qu'on appelle la théorie des contre-pouvoirs. À l'origine, une théorie économique, mais qui a été appliquée à l'analyse des politiques et des systèmes de santé. Donc l'idée, le principe de base de cette théorie, c'est ce jeu d'équilibre entre les pouvoirs détenus par différents groupes dans un système social donné. Donc c'est l'idée que le pouvoir d'un groupe doit être contrebalancé par celui de notre groupe pour arriver à une sorte d'équilibre. Suivant cette théorie, donc le système de soins, on va le concevoir comme une arène où il y a différents groupes d'acteurs, de multiples groupes d'intérêts qui ont différentes formes de pouvoir, qui portent différentes logiques et qui vont compétitionner pour des ressources, du territoire, du contrôle, en vue de poursuivre leurs objectifs, mais aussi concrétiser leur vision de ce que le système devrait être. Dans l'idéal, les paramètres de base du système de santé, ça devrait être une forme de synthèse de ces différentes sources de pouvoir, de ces différents intérêts. Et quand la balance penche d'un côté, il devrait y avoir contrepoids pour revenir à l'équilibre. Mais en réalité, dans la réalité, à défaut de ces contrepoids, les paramètres de base du système vont refléter la vision des groupes les plus puissants qui peuvent ainsi dicter leurs objectifs, leur vision de ce que le système devrait être. Mais cette dominance d'un groupe par rapport à d'autres ou aux dépens des autres, ça peut aussi produire des effets pathologiques pour le système et qu'on verra tout à l'heure. Quel diagnostic pour le système de santé au Québec? Avant d'y arriver rapidement, les acteurs principaux qui se partagent l'arène dans le système de santé au Québec ou dans les systèmes de santé en général, les professionnels, on pourrait distinguer la puissante profession médicale qui bénéficient d'un statut spécifique, d'un régime de négociation distinct, et les autres professionnels qui sont intégrés aux organisations comme employés. Les usagers, désignés comme patients, clients, consommateurs, suivant la logique dans laquelle on se situe. Les administrateurs et les gestionnaires, les citoyens et leurs représentants, les corporations privées, assureurs, entreprises privées, mais aussi les entreprises d'économie sociale solidaire et les organismes communautaires qui gravitent autour du système de santé. Les stratégies de ces acteurs sont associées à différentes logiques, mais ce sur quoi je veux attirer votre attention, c'est que ces différentes logiques ont chacune des arrangements institutionnels qui leur sont propres. Quand on parle de logique professionnelle, on va parler de monopole des professionnels sur un champ de pratique, capacité à déterminer la nature de leur travail, mais aussi les conditions organisationnelles dans lesquelles s'effectue ce travail. Quand on parle de logique bureaucratique, on va parler de formes de gouvernance, d'arrangements institutionnels qui cherchent à centraliser le pouvoir, à centraliser la prise de décision. Quand on parle de logique démocratique, on parle d'arrangements institutionnels qui vont chercher à renforcer l'implication citoyenne, la participation du citoyen. Et quand on parle de logique managériale, on va parler d'arrangements institutionnels qui vont favoriser la compétitivité, la rentabilité, le choix du consommateur et la possibilité d'aller chercher ailleurs quand il n'est pas satisfait des services reçus. Naturellement, vous le comprenez, chacune de ces logiques chacune reflète une vision spécifique du système de santé et est portée différemment par les divers groupes d'acteurs. Et si on pousse à l'extrême l'une des logiques, à défaut de contrepoids, à défaut d'être contrebalancé par les autres ou d'être en synergie avec les autres, ça va produire des effets pathologiques pour le système. Le système de santé au Québec, le diagnostic, c'est une constellation d'acteurs et d'intérêts marquée par une dominance professionnelle et bureaucratique. Deux logiques dominantes, la logique professionnelle, la logique bureaucratique, deux groupes d'acteurs dominants, les élites professionnelles essentiellement médicales, on l'a vu tout à l'heure dans votre présentation, et les élites bureaucratiques technocratiques. Qu'est-ce que ça produit comme conditions pathologiques? C'est des conditions qui vont se refléter dans 5 paramètres clés du système. Le rôle du patient.
Le patient est placé dans un rôle d'usager passif, dépendant, individualisé, avec peu de choix. Un corollaire de cela, c'est aussi la marginalisation de la prévention, l'affaiblissement des instances de santé publique qui, justement, ont ce mandat de renforcer les capacités des individus, familles, communautés à prendre en charge leur propre santé. Deuxième paramètre clé, le rôle du citoyen. La manifestation pathologique ici, c'est la réduction des lieux de participation citoyenne, la centralisation du réseau, mais aussi l'éloignement des centres de décision par rapport au milieu d'intervention et de pratique. Troisième paramètre clé, la division du travail. Division du travail, la manifestation pathologique ici, c'est la subordination de tous les groupes d'intervenants au diagnostic médical, à la prescription médicale. Le passage obligé par le médecin, même pour des actes qui peuvent scientifiques à l'appui, pourraient être pris en charge par d'autres catégories de professionnels. Quatrième paramètre clé, la régulation. On parle ici de contrôle des coûts, mais aussi d'incitation à la productivité. Donc, contrôle des coûts qui va surtout être axé sur les compressions budgétaires, les coupures de personnel, avec comme conséquence des ressources humaines qui sont à bout de souffle dans le réseau. Des modes figés de paiement des fournisseurs de services. Ça veut dire la sacralisation du mode de rémunération à l'acte qu'on n'a pas touché. Et encore, pour les établissements, le principe du budget global historique qui est perpétué. Cinquième paramètre clé, l'organisation des services. Et la manifestation pathologique ici, c'est une première ligne qui est faible et une organisation qui est centrée sur l'hôpital et le médecin, même si toutes les études comparatives montrent qu'un système performant, du point de vue de l'efficience, du point de vue de la santé de la population, c'est un système qui mise sur une première ligne forte. Alors, par rapport à ces conditions pathologiques, qu'est-ce que les plateformes nous proposent? Si on prend le rôle du patient, naturellement, l'investissement dans la prévention apparaît sous une forme ou sous une autre dans toutes les plateformes, mais plus comme un slogan, peut-être exception faite pour Québec solidaire, plus un slogan qu'un engagement se traduisant par des mesures concrètes. Ce qu'on va retrouver aussi, et là il y a deux approches différentes, deux types de stratégies dans PQ et QS, stratégie d'habilitation des patients-familles. Donc ici, on parle de miser sur le déploiement de l'approche patient-partenaire pour impliquer davantage les patients dans la prise de décision qui les concerne. On parle de capacité d'autogestion des patients, par exemple des patients qui sont atteints de maladies chroniques pour pouvoir prendre en charge eux-mêmes leurs conditions, ou de soutien adapté à des groupes vulnérables, misant sur les technologies disponibles, le soutien à domicile et des équipes multidisciplinaires. Pour la CAQ et le PLQ, ce rôle plus important du patient, on va le plus le voir en termes de choix du patient et en misant sur une pluralité de fournisseurs de services, mais essentiellement des services médicaux. Mais on le voit, c'est une stratégie, on le voit dans la campagne, qui n'est pas tout à fait assumée par les partis. Donc, comme s'il y a une peur de se faire accuser de vouloir privatiser le système au travers de cette stratégie-là. Donc, aujourd'hui encore, j'ai entendu les 4 candidats. Donc, il y avait une discussion à ce niveau-là qui a d'ailleurs fait l'objet d'une rectification par le Premier ministre. Deuxième paramètre, rôle du citoyen. Que proposent les plateformes pour insuffler une dose de logique démocratique au système? Donc là, force est de constater qu'il y a un mutisme complet de toutes les plateformes sur ce sujet. Donc on dit qu'il n'y a aucune proposition sur les modes de participation et de représentation citoyenne, sur l'évolution des CA d'établissement, leur composition, les modes de sélection, le partage du pouvoir avec les autres paliers. Il n'y a aucune proposition. Ce qu'on pourrait seulement souligner, c'est la réhabilitation de la fonction de commissaire à la santé et au bien-être. Donc les 3 partis d'opposition s'entendent
s'entendent pour réhabiliter cette fonction. Donc, ce qui pourrait être une bonne chose dans la mesure où cette instance a créé beaucoup d'espaces de participation citoyenne quand ça fonctionnait. Il y a aussi Québec solidaire qui propose une autre instance d'action concertée en faveur de la santé, mais là, on parle plus d'une instance centralisée, pas forcément une instance de participation citoyenne. Division du travail. Donc, que proposent les plateformes pour rompre avec cette subordination au diagnostic et à la prescription médicale? Une rhétorique vertueuse qui apparaît dans les 4 plateformes. Une convergence quant à l'intensification, sinon l'accélération de la formation des IPS. Mais je dirais que la plateforme qui va plus loin à ce niveau-là, c'est celle PQ, avec des cliniques infirmières autogérées sur le modèle de SAPSA et le pouvoir de référence qui serait accordé à des professionnels, par exemple à des infirmières qui pourraient référer à des médecins, directement à des médecins spécialistes, sans passer forcément par le médecin omnipraticien. Organisation des soins. Donc, que proposent les plateformes donc, pour renforcer cette première ligne réputée faible? Ma lecture, c'est peut-être trois visions différentes. Il y a le PQ-EQS, donc, où on mise clairement sur un renforcement de la première ligne, mais en offrant des voies alternatives de services aux médecins. Par rapport aux médecins, donc, quelles sont les autres voies alternatives qu'on pourrait utiliser? Donc, on mise à ce niveau-là. Donc, il y a tout un ensemble de mesures que je reprends ici, redynamisation des CLSC, investissement à coût dans les soins à domicile, etc. Pour le PLQ, donc là, le renouvellement de l'organisation semble passer par l'amélioration de l'accès aux médecins et aux services hospitaliers. Donc, on reste encore, il y a des mesures en première ligne, mais ça passe encore directement, forcément, par le médecin. Et la CAQ, donc, il y a comme une combinaison des deux. Donc, l'ensemble des mesures déjà adoptées par le PLQ, mais aussi des mesures sur la première ligne. Donc, on voit un peu des deux, mais avec un équilibre qui penche plus pour moi du côté de l'accès aux médecins et aux services hospitaliers que du côté de la première ligne. 5e paramètre, régulation. Donc, 3 types de mesures donc, qui ressortent des plateformes, des mesures qui concernent les médecins. Donc, on voit ici la révision du mode de rémunération des médecins. Donc, les 3 partis d'opposition s'entendent à ce niveau-là. Tarification des actes médicaux pour le PQ, enveloppe budgétaire, contrôle par le gouvernement des enveloppes budgétaires à l'euromédecin pour la CAQ et fin de l'incorporation des médecins pour le PQ. Pour les établissements, donc la CAQ et le PLQ, donc il y a le financement à l'activité qu'on veut intensifier le déploiement. Et pour le médicament, il n'y a que Québec solidaire à ce niveau-là qui veut aller plus loin que les ententes contractuelles récentes qu'on a eues avec les industries pharmaceutiques pour nationaliser le domaine du médicament en créant Pharma-Québec. Alors, quelle conclusion? Mon constat, c'est une insuffisance de chacune des plateformes quand on les prend isolément pour modifier les paramètres fondamentaux du système qui ont conduit le système à ses limites actuelles. Pour le PLQ, on voit une certaine forme de continuité, ce que le Dr Auchon disait tout à l'heure, plus de la même chose, et puis ce qui peut être logique dans la mesure où ils sont ils défendent un bilan et puis ils ont été les 4 dernières années au pouvoir. Pour les partis d'opposition, c'est une réponse partielle. Pris isolément, c'est une réponse partielle pour chacun pour les 5 paramètres. Et puis, on peut constater que les mesures sont particulièrement timides sur 3 des 5 paramètres clés considérés. Quand on parle du rôle du citoyen, c'est carrément absent. Sur le rôle du patient, c'est assez timide. Et sur l'organisation, sur la division du travail, c'est aussi timide, sauf peut-être pour le PQ qui va un peu plus loin. Donc, il n'y aura pas de secousse tellurique de forte magnitude, d'après moi, à prévoir un gouvernement de terre le lendemain de l'élection. Mais
on pourrait penser que certaines plaques tectoniques pourraient bouger, donc si certaines propositions deviennent réalité. Je pense en particulier au changement dans le mode de rémunération des médecins, la mise en place du financement à l'activité, les cliniques infirmières autogérées et le virage franc vers la première ligne annoncé au moins par 2 parties. Donc, c'est ces 4 mesures qui sans doute pourraient faire bouger des plaques tectoniques pour la suite. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.